bienvenue pour cette nouvelle édition de Sienne TV. On va s'intéresser aujourd'hui aux énergies renouvelables et à la sobriété énergétique. Pour en parler avec nous, Baptiste Trajan et Paul-Étienne Vidal, vous êtes tous deux enseignants-chercheurs à l'ENIT, c'est l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Alors, les énergies renouvelables et la sobriété énergétique, on va commencer par ce deuxième point sur la sobriété énergétique. Vous me disiez, Baptiste et Paul-Étienne, finalement, dans sobriété, il y a un mot-clé, finalement, c'est ne pas perdre quelque chose, ne pas perdre de l'énergie, j'imagine. Racontez-moi. Oui, bonjour. En premier lieu, on va intervenir ici aussi en prenant un petit peu notre casquette en tant qu'enseignant-chercheur, à la fois d'enseignement et de recherche. Donc on a un regard avisé sur ces thématiques et quand vous dites ne pas perdre, ça fait résonance avec aussi les mots efficacité énergétique. Oui. Et sur le plan de la recherche particulièrement, en fait, on est en collaboration avec des industriels qui nous demandent de réfléchir à des dispositifs qui dépensent moins d'énergie. C'est-à-dire que ces dispositifs, notamment ces dispositifs de conversion de l'énergie électrique, vont permettre, avec une quantité d'énergie injectée, de récupérer cette même quantité avec peu de pertes. Voilà, c'est ça l'efficacité énergétique et c'est ça éviter de perdre. Et évidemment, les industriels ont besoin qu'on conçoive ou qu'on les accompagne dans la création de ces nouveaux produits. Et ça se répercute également dans le cadre de nos formations où il faut qu'on soit capable d'apprendre à nos jeunes, alors que ce soit des jeunes qui débutent leur apprentissage ou que ce soit des gens qui cherchent des formations complémentaires, Oui. à avoir une nouvelle façon de penser cette conception, voire de réemploi de dispositifs ou d'objets. Ouais. Alors Baptiste, évidemment, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas ou celle qu'on ne perd pas. Alors, tout à fait. Pour compléter, je compléterai le point de vue industriel par le point de vue du particulier. Oui. Parce que finalement, ce qui intéresse le public, au-delà de moins consommer d'énergie, c'est finalement de moins payer. Oui. Hein. Et ce qu'on peut dire, ça se traduit, toutes ces idées qu'on cherche à faire passer par la recherche, en formant les nouveaux ingénieurs, ça se traduit par des choses très simples pour le consommateur. C'est le label, par exemple, de consommation d'énergie qu'on trouve sur notre frigo, sur notre congélateur, le A, A+, A++. Ouais. Ça se traduit par des labels d'éco-responsabilité également. Et alors, ça va entraîner un surcoût, il est clair, hein, parce que plus on va réfléchir notre objet pour qu'il consomme moins, on va dire, dans sa vie, plus il va être complexe, plus il va être cher. Mais quand on va regarder sur l'ensemble du cycle de vie, que ce soit depuis ses matières premières jusqu'à son démantèlement, qu'est-ce qu'il a consommé en énergie, qu'est-ce qu'il a consommé en eau, qu'est-ce qu'il a consommé finalement en euros pour le consommateur, c'est là qu'on va s'y retrouver. Et je pense que cette économie d'énergie passe aussi par une économie financière. Et c'est comme ça qu'on peut la faire diffuser au travers... c'est comme ça que les idées peuvent diffuser dans le public. La sobriété énergétique, on en parle depuis très longtemps, mais c'était finalement, si vous le souhaitez, vous pouvez être un peu plus vertueux, mais il n'y a aucune obligation. On voit aujourd'hui que nous traversons une crise énergétique. Le problème, c'est que cette crise va perdurer. En clair, le prix de l'énergie ne reviendra jamais à ce qu'il fut. Il augmentera peut-être un peu moins, s'il augmentera. Mais enfin, grosso modo, l'énergie, ça va rester cher. Donc finalement, la sobriété énergétique, c'est même plus quelque chose de vertueux, ça va devenir quelque chose d'obligatoire. Oui, vous avez tout à fait raison. On peut d'ailleurs mettre en relation ce que vous disiez avec finalement notre façon de consommer aussi. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur notre façon de consommer? Et nous, on pense, et c'est ce qu'on essaie aussi de faire transpirer à la fois dans les formations, je le répète, mais dans nos activités de recherche, c'est d'être capable d'évaluer finalement le juste besoin. La sobriété, c'est ça aussi, à mon avis. Hein. C'est peut-être se poser la question de a-t-on vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités ou est-ce qu'on peut peut-être se contenter de la fonctionnalité principale? Et ça peut être décliné pour le particulier, mais également pour les industriels. Et donc nous, encore une fois, on va se poser la question de quelle est l'architecture minimale avec les choix de matériaux que ça peut impacter et puis les procédés de fabrication aussi pour faire cette fonction qui est la fonction principale. Ouais. Alors, vous le disiez, Baptiste, en fait, dans les années à venir, il va y avoir deux façons de voir les choses. Soit la bouteille à moitié vide, c'est-à-dire je râle parce qu'il faut que je change mon mode de vie, j'ai pas envie. Soit la bouteille à moitié pleine en disant, bon, mais voilà, maintenant on y est. Essayons d'être malin, essayons de faire en sorte que ça me coûte le moins possible. C'est un peu cette vision, un peu binaire, certes, mais ça va être comme ça Oui, ça va être comme ça clairement pendant les prochaines années. À un horizon à 10 ans, c'est clair. 20 ans, 30 ans,
de plus en plus, on va devoir réfléchir comme ça. Ouais. Et je crois qu'il faut qu'on souligne que c'est ce qu'on fait transpirer dans nos formations pour les ingénieurs. Oui. Avant, on apprenait un métier. Est-ce que c'est un public, effectivement, on le sait, cette génération est beaucoup plus sensible aux problématiques environnementales qu'il y a 10, 15, 20 ans. Vous le ressentez, vous, au travers de vos élèves ? Oui, clairement. Ils ont des attentes différentes par rapport aux enseignements. Ils veulent plus forcément faire de la mécanique, de l'électricité. Ils sont sensibles à la complexité systémique qui est autour de tout ça. Que fabriquer un frigo, c'est pas juste avoir une paroi et un moteur pour le compresseur. Ouais. C'est aussi se demander, dans son environnement complexe, comment est-ce que ce frigo, comment cet objet va évoluer, comment cette machine-outil va être utilisée, comment on va les former, nous, à cette complexité, à prendre en compte aussi bien l'extraction de la matière, la fabrication, mais également les personnes qui vont travailler autour, parce qu'il y a un aspect humain qui est très très important. Finalement, l'environnemental et le sociétal vont forcément de pair. Ouais. Paul-Étienne, là-dessus ? Oui, moi je rebondirai en disant aussi, il y a quelque chose que l'on sent de plus en plus et qui nous touche, ils sont sensibles à l'environnement et donc à l'approvisionnement en matière. Et donc de plus en plus, ces jeunes, mais nous aussi qui sommes les formateurs, avons envie de parler d'économie circulaire. Ouais. Donc comment est-ce que je peux arriver à réemployer, à réutiliser, à recycler, à gérer cette fin de vie, effectivement, à la fois des objets que l'on crée, mais dans le cadre des formations, comment on les sensibilise et comment on arrive à les former pour avoir ça en tête. Donc on tient compte du cycle global de vie du produit de A à Z, de la construction à la destruction, quoi. Oui, et ça se traduit par un credo qui est très simple, c'est le credo des 5 R. Les 5 R, c'est refuser, est-ce que j'en ai besoin ou pas, oui, non. Réduire, donc consommer moins et en termes de quantité et en termes d'énergie. Réutiliser, puisque l'appareil en fin de vie n'est peut-être pas en fin de vie, on peut le réparer, etc. Recycler, qu'est-ce que j'en fais une fois qu'il est réellement en fin de vie? Et enfin, rendre. Tout ce qui vient de la nature peut être rendu à la nature d'une manière ou d'une autre. Peut-être si je peux compléter, c'est vrai qu'on a quand même un public, et encore une fois, nous-mêmes, avons très envie de les pousser vers l'éco-conception et d'être capable de faire des choix qui soient à faible impact environnementaux. Voilà. Alors, on va passer au volet énergie renouvelable. On le sait aujourd'hui, l'énergie, on est au cœur vraiment des réflexions. Le gaz, le pétrole. Alors, vous êtes persuadé, en tout cas, vous êtes très sensible à la notion de mix énergétique. Alors, dans l'esprit des gens, l'éolienne c'est bien mais il faut du vent, le solaire c'est bien mais il faut du soleil, le nucléaire c'est bien mais il faut de l'uranium, il y a toujours un mais quelque part. Alors, vous avez réfléchi à tout ça et vous vous dites oui mais peut-être cette fois-ci on va penser moins gros, moins mondial, plus global et avec du mix. Racontez-moi. Alors, tout à fait. Pour l'instant, la politique qui a été menée au niveau énergétique, c'est d'avoir un mixte à l'échelle nationale. Des grandes centrales solaires, des grandes centrales éoliennes. Et jamais on a dit aux gens, mais vous pouvez produire à votre échelle. Alors, on fait mettre des panneaux solaires, quelques mètres carrés, mais effectivement, quand il n'y a plus de soleil, je fais quoi? Alors que le jour où il n'y a plus de soleil, il y a des nuages. S'il y a des nuages, il y a peut-être un peu de vent. Je peux aussi mettre une petite éolienne. Alors, c'est toujours le même problème, c'est comment est-ce que je dispose de l'énergie au moment où j'en ai besoin. Parce que la journée, quand il y a le soleil et le vent, je suis au boulot. Tout va bien, j'en ai pas besoin. Voilà, oui. J'en ai besoin quand je rentre le soir, faire ma machine à laver, regarder la télé, peu importe. Et ce problème de mix énergétique, donc on parle de solaire, qu'il soit électrique ou thermique, d'éolien, on peut parler de turbinage de l'eau. Il y a des solutions pour turbiner soit la petite rivière au fond du jardin, soit l'eau de ville, pourquoi pas. L'eau grise qu'on rejette, on peut également turbiner, produire un peu d'énergie. On peut parler de la biomasse qu'on produit nous tous. On peut parler de la géothermie, on peut parler de toutes ces énergies-là. Tout ce mix à l'échelle du particulier, on peut le mettre en place, mais ça ne se met en place qu'à travers un stockage. C'est-à-dire que pendant la journée, je produis, je stocke. Ce stockage, ça peut être des batteries. On parle de plus en plus de l'hydrogène également, via un vecteur autre, ce gaz. Le mix énergétique ne peut pas aller sans ce stockage et celui-ci peut être réalisé à l'échelle du particulier. Est-ce que nos ingénieurs, et Paul-Étienne, vous répondrez aussi, finalement aujourd'hui on a des batteries dans nos voitures, donc effectivement on a l'énergie quand on tourne la clé, quand on en a besoin. Est-ce qu'on pourrait penser, est-ce que ce sont des pistes chez les ingénieurs
demain, j'ai ma batterie chez moi qui effectivement a été rechargée par mon éolienne, mon panneau solaire et que sais-je. Et puis le soir, j'arrive comme ma voiture électrique, j'allume ma maison électrique. Alors effectivement, enfin, je pense que tout le monde est au courant des différents projets qui existent aujourd'hui, et certains, je pense, sont des réalités. Il me semble qu'il y avait des projets autour des stades qui pouvaient, comme ça, être alimentés par les voitures des différents particuliers. Donc c'est très certainement, je pense qu'on peut le dire, quelque chose que l'on va vivre dans les années à venir, mais qui sera certainement aussi amené à évoluer dans le futur avec l'arrivée de l'hydrogène et de l'utilisation que l'on pourra faire de l'hydrogène, soit d'une utilisation directe, soit une utilisation pour générer de l'électricité. Donc j'ai le sentiment, moi, qu'on est sur une étape intermédiaire qui est presque peut-être incontournable, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, voilà, et qu'il y aura un après derrière ça. Mais effectivement, aujourd'hui, on doit en tenir compte, et d'ailleurs, ça fait aussi écho avec des choses que l'on faisait déjà dans les écoles d'ingénieurs au sens large, c'est la gestion de l'information. Parce que c'est bien d'avoir différents dispositifs capables de gérer de l'énergie, mais si vous n'avez aucune remontée d'information, et si vous ne mettez pas en place des pilotages, des stratégies de pilotage de ces différentes sources d'énergie en l'occurrence, ben vous allez être un petit peu démunis, vous ne saurez pas faire. Donc ça va de pair aussi avec cette gestion de l'information, mais attention, je suis obligé là aussi de remettre un bémol, je pense qu'il faut qu'on apprenne à sélectionner l'information qui est la plus pertinente. Pas collecter de l'information pour collecter de l'information, mais collecter une information dont on a réellement besoin pour la fonction principale. Alors, Paul-Étienne le disait, Baptiste, on est peut-être dans une zone en entre-deux pendant les 10-15 prochaines années. Et vous me disiez, finalement, le plus important, ça va être d'être le consommateur. On en a beaucoup entendu parler de ce terme de consommateur, mais d'être vraiment un acteur qui consomme sa propre énergie, mais qui aussi qui la produit. On agit, finalement. Oui, tout à fait. Consommer l'énergie, c'est la politique dans laquelle on s'est placé depuis la révolution industrielle. Et maintenant, il faut clairement changer de paradigme, changer d'angle de vue, produire. Pas que produire pour soi. On peut imaginer aussi produire pour nos voisins, qui eux vont produire autre chose en échange pour nous. Former finalement des systèmes résilients, j'ai envie de dire. C'est le mot-clé à mon avis, c'est la résilience aux chocs, aux impacts. Et à partir du moment où on arrivera à changer d'échelle, donc à passer de cette échelle du particulier qui consomme et qui produit pour lui, à une échelle un petit peu plus globale, alors en mettant peut-être des bâtiments industriels couverts de panneaux solaires, en mettant, que sais-je, sur le cours d'eau du village ou de la ville, en mettant une turbine un peu plus puissante qui peut alimenter un quartier en lui-même, en changeant cette échelle-là, on va déjà être beaucoup plus résilient, oui, c'est bien le bon mot, résilient aux changements qui peuvent apparaître. Et je pense que derrière ce terme de consommateur, il y a une notion de citoyenneté. C'est clairement aussi quelque chose qu'on cherche à faire passer dans les formations d'ingénieurs. L'ingénieur, c'est certes un scientifique, mais c'est aussi un citoyen, et qui doit penser cette dimension-là. Donc il y a encore de belles années pour les futurs ingénieurs et leurs professeurs, j'imagine. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.